Alors, ravi de vous retrouver. Si on peut vous rapprocher un petit peu. Ravi de vous retrouver donc pour cette 7e ou 8e conférence maintenant donc de philosophie avec pour thème aujourd'hui le travail. Alors, le travail fait partie donc de nos vies, ne serait-ce que parce que nous en avons besoin pour en tirer surtout des moyens de subsistance. Depuis toujours, le travail est pour l'homme un effort nécessaire. Il fait partie intégrante de nos existences. Il nous aide à nous organiser, à organiser notre vie et également donc à y substituer. Face à une société de plus en plus rapide, accélérée, il est plus que nécessaire de sortir de cette mode de l'éphémère, afin de se focaliser sur la finalité, sur le but. Les Grecs avaient un terme magnifique pour désigner cette finalité, ils appelaient ça le télos. Le travail, donc, doit retrouver le temps long. Ce temps long qui permet également aux professionnels de retrouver le sens du temps qui leur permettra de s'élever par l'effort pour atteindre un chemin d'espérance. Cette espérance fait partie de notre vision du travail et nous devons la cultiver pour pouvoir la transmettre et la faire aimer aux générations futures, qui intègrent nos organisations de travail, et c'est aussi une promesse de vie. Voilà pourquoi il est intéressant, je pense, de se poser la question, pourquoi devons-nous travailler ? Et lorsque précisément on regarde cela, on voit que les générations futures, eh bien, ont ce questionnement permanent sur pourquoi devons-nous travailler. Donc, on va essayer ce mardi d'y répondre modestement, mais en tout cas pour voir effectivement la nécessité donc de ce travail. Le travail donc est l'une des plus grandes blessures de la société d'aujourd'hui. Du moins l'une des plus grandes blessures que rencontrent ceux qui, dans notre société, cherchent à travailler. Le travail est devenu rare dans la société d'aujourd'hui. Ceci renforce son caractère de contrainte. Il est nécessaire de travailler et nous nous en rendons compte encore plus lorsque nous n'avons plus la possibilité de travailler. La question du chômage de masse, par exemple, fait d'ailleurs partie de notre rapport au travail et constitue le travail plus encore que jamais comme une nécessité. Nous ne regardons plus le travail comme l'occasion d'une passion où nous pourrons nous accomplir, nous épanouir, mais comme une nécessité, comme une contrainte à laquelle il faut penser car le travail est rare et nécessaire. Voilà la raison donc pour laquelle notre rapport au travail se trouve renforcé dans ce caractère de nécessité. Le travail, donc, apparaît de plus en plus comme, je l'ai dit tout à l'heure, une contrainte. Et le paradoxe est que le travail nous semble plus nécessaire que jamais pourtant. Mais en même temps, plus contraint que jamais, ce qui fait que nous le recherchons et en même temps, nous le méprisons. Voilà pourquoi nous devons nous interroger également sur la pénibilité du travail. Le travail, donc, apparaît comme quelque chose de pénible.
Et tout ce qui nous rappelle le caractère nécessaire du travail nous rappelle son caractère pénible. Nous vivons aujourd'hui dans un paradoxe absolu. Effectivement, nous avons un marché du travail qui compte à la fois des millions de chômeurs, mais également des milliers de postes vacants. Nous avons peut-être grandi dans une forme de mépris du travail. Dans tous les cas, nous avons un rapport notamment avec le travail de la main qui est une forme de mépris. J'y reviendrai tout à l'heure. Ceci, d'ailleurs, est lié à la mutation, à la transformation de notre économie. En effet, l'économie s'est profondément transformée. Et un économiste polonais qui s'appelle Radkowski, dans Les Jeux du désir, nous révèle en effet que notre économie s'est, en tout cas, a muté. Et elle a muté notamment pour une économie de la consommation. Voilà ce que nous dit Radkowski. Regardez l'économie, regardez notre économie contemporaine. Elle trouve son centre de gravité dans l'acte qui consiste à consommer. Un produit se trouve valorisé sur le marché dans le moment où il est acheté, c'est-à-dire dans le moment où il est consommé. Consommer signifie détruire. Consommer signifie le produit du travail et donc, d'une certaine façon, le supprimer. Économiser voulait dire conserver, voulait dire que le produit du travail que nous avons réalisé, parce qu'il a de la valeur, ce travail que nous avons réalisé, parce que sa valeur doit être maintenue. Voilà ce que signifiait effectivement la conservation, l'économie, avant l'apogée de l'économie de la consommation. Mais nous vivons aujourd'hui dans une économie qui nous empêche de faire de la conservation, qui nous empêche de faire de la protection. Notre économie est celle du flux. Notre économie d'aujourd'hui est celle du changement permanent, du renouvellement permanent. Et ce renouvellement permanent, loin de nous enrichir, nous appauvrit. Il fait perdre de la valeur au produit de notre travail. Il fait perdre de la valeur au produit de notre travail. Prenons l'exemple, comme je prends souvent l'exemple au niveau de mes élèves, d'un smartphone. Le smartphone que vous achetez à la boutique, tout neuf, si vous le conservez dans sa boîte, si vous ne l'utilisez pas, si vous ne le consommez pas, si vous le conservez pendant 1 an dans sa boîte, il est tout neuf. Mais 1 an plus tard, il va perdre de la valeur. Il va perdre de la valeur. Et pourtant, il est comme neuf. Il n'a pas été utilisé. Les évolutions donc de la technologie contemporaine font faner dans nos mains la valeur des produits de notre travail. Par conséquent, d'une certaine façon, l'économie contemporaine, qui se fonde sur la consommation, est aussi une économie, paradoxalement, qui méprise le travail de la main, qui méprise ce que nous produisons. Nous ne réparons plus et nous jetons. D'ailleurs, il y a de moins en moins, vous faites l'expérience, que ce soit pour vos réfrigérateurs, pour vos fours à micro-ondes, etc., vous avez bien compris que maintenant, il y a une durée de vie de vos
notamment de vos instruments ou de l'électroménager, et que la durée de vie de cet électroménager s'est fait uniquement pour que nous consommions, pour que nous jetions, et surtout pour ne pas réparer. Nous ne réparons plus, donc nous jetons, nous ne conservons plus, nous changeons. Nous vivons donc dans cette économie qui nous a conduit à regarder avec mépris le produit de notre propre travail. Notre rapport au travail, aujourd'hui, a peut-être quelque chose de blessé. C'est une blessure. Nous sommes malades, même si le travail a toujours posé des problèmes dans la vie des hommes. Mais aujourd'hui, nous nous apercevons que le travail, dans nos mentalités contemporaines, le travail est vécu comme la maladie du siècle. Alors voilà pourquoi il serait intéressant donc de se poser la question, mais alors le travail a-t-il un sens? A-t-il une signification? A-t-il une direction pour nous? Assurément, il semble que non. Il semble bien que ce qui a du sens pour nous, c'est ce qui se passe après le travail. Lorsque la nécessité du travail est suspendue, c'est à ce moment-là que notre vie commence. La vraie vie se trouve dans les plages lointaines, dans tout ce que nous allons faire dans nos temps de loisirs, lorsque le travail sera terminé, achevé. Depuis toujours, nous voyons les hommes regarder le travail comme une sorte de malédiction. Dans le paradis terrestre, par exemple, il n'était pas nécessaire de travailler. Le travail n'existe pas. Le travail, donc, apparaît dans la Genèse, comme une conséquence de la chute des hommes, comme une conséquence de la faute originelle. L'homme de l'état de nature, nous dit Rousseau, ne travaille pas. Vu que l'homme a l'état de nature, tout simplement, il va vagabonder dans la nature et éprouver du plaisir, éprouver de la satisfaction. L'homme de l'état de nature, donc nous dit Rousseau, ne travaille pas, et si nous étions restés dans notre état naturel, la Genèse d'ailleurs ne dit pas autre chose, nous n'aurions pas été exposés à cette malédiction du travail. Le travail donc n'a pas de sens pour nous, la vraie vie est après le travail, et nous nous accomplissons dans ce qui se déroule après le temps de l'effort. De ce point de vue, le travail est du côté de la mort. Nous reconnaissons le travail parce qu'il use, parce qu'il est fatigant. Le travail fatigue, le travail épuise, le travail use. Ce qui nous entretient, ce qui nous restaure, ce qui nous répare, c'est le repos. Se reposer, c'est refaire ses forces, c'est reprendre des forces. Travailler, c'est abîmer ses forces. Le repos entretient, le travail détruit. Mais le monde dans lequel nous vivons est marqué de façon tragique, contingente, par la nécessité du travail. Le mythe de Prométhée nous le rappelle d'ailleurs. Le mythe, qui est donc à l'origine de la réflexion philosophique sur le travail, nous dit tout simplement que nous avons été victimes de l'étourderie d'Épiméthée. Et que face à l'étourderie d'Épiméthée, son frère, Prométhée, a réparé son étourderie. Et qu'est-ce que fait Prométhée
pour réparer l'étourderie donc d'Épiméthée, il va voler à Zeus le feu, la forge, la technique, le travail, pour aménager l'homme et surtout pour permettre à l'homme de faire face à la dangerosité de la nature, car sans la technique, l'homme est faible, fragile, il est dépourvu de force. La nature est beaucoup plus forte que l'homme sans la technique, sans son armure qu'est la technique. Le travail, donc, est la marque de la nécessité qui n'afflige que nous, que les hommes. Les animaux ne travaillent pas. Seuls les hommes travaillent et sont obligés de compenser par leurs propres efforts cette absence de l'instinct. Nous sommes pauvres en instinct. Les animaux sont riches en instinct. Par contre, vous l'avez bien compris, les animaux sont pauvres en intelligence, sont pauvres en technique, alors que nous sommes riches en intelligence et en technique. Voilà pourquoi le premier organe du travail, c'est la main, l'intelligence de la main. Travailler la terre, par exemple, c'est faire l'expérience de l'effort. Parce que le monde résiste, parce que le monde nous résiste. Par le travail, nous allons résister à la résistance de la matière, à la résistance du monde, à la résistance de la nature. Le monde nous résiste, le monde est dur, la nature est dure. Travailler, c'est entrer en conflit avec le monde, c'est rentrer en conflit avec la matière. Le travail est donc pénible, c'est une malédiction nécessaire et pénible. Loin du mythe donc de Prométhée, nous pouvons donc ramener le travail à sa réalité, on peut dire empirique, c'est-à-dire de l'expérience. Et ici, nous allons prendre notamment appui sur Michel Foucault, notamment dans Les mots et les choses. Et qu'est-ce que dit Michel Foucault précisément donc sur le travail ? Le travail, nous dit Michel Foucault, c'est-à-dire l'activité économique, n'est apparue dans l'histoire du monde que du jour où les hommes se sont trouvés trop nombreux pour pouvoir se nourrir des fruits spontanés de la terre. N'ayant pas de quoi subsister, certains mouraient et beaucoup d'autres seraient morts s'ils ne s'étaient pas mis à travailler la terre. Le travail, donc, naît de la rareté des ressources du monde. Par la rareté des ressources du monde. Si nous pouvions nous contenter, comme Rousseau nous le dit, de cueillir dans les arbres les pommes, notre subsistance nous suffirait. Sauf que, et nous n'aurions donc pas besoin de travailler, sauf que on ne se contente pas, on ne se satisfait pas du pommier. Nous avons d'autres besoins. Voilà pourquoi nous devons travailler. Voilà pourquoi nous sommes contraints de travailler. Voilà pourquoi il y a une nécessité du travail. C'est parce que nous sommes trop nombreux. Voilà, c'est ça, la surpopulation qui a fait que les empires se sont écoulés trop dur. Non, mais j'ai compris, les civilisations peuvent être trop nombreuses, c'est la surpopulation qui fait que. Voilà. Oh, c'est bon, on se remet où il faut revenir. Merci Yannick. Ouais.
Eh ben, Donc on peut être un problème si c'est tout en dehors. c'est parce que donc, Il faudrait 2 planètes et demie pour supporter l'humanité. c'est parce que nous sommes trop nombreux, nous dit donc Foucault, parce que nos ressources sont trop rares dans la nature, qu'il nous faut travailler donc la nature pour en faire sortir une récolte et surtout pour nous permettre de survivre. Le travail donc est d'abord une question de survie. Derrière le travail, il y a donc une nécessité vitale pour l'homme. Il y a toujours la menace de la mort, nous dit Michel Foucault. Le travail de Foucault, donc, ne fait que faire ressurgir devant nos yeux cette nécessité vitale que dans nos sociétés contemporaines, le travail semble avoir perdu. Aujourd'hui, nous ne voyons plus, nous ne regardons plus cette nécessité vitale, et pourtant cette nécessité vitale pour nous est toujours bien là. À mesure que la société s'agrandit, à mesure que la société s'accroît, eh bien, le travail se complexifie. Il prend des formes nouvelles. Il change, il mute. Et la répartition du travail devient de plus en plus complexe et subtile. Ce qui se joue donc derrière le travail, c'est la vie, c'est la survie et c'est la qualité de la vie. C'est pourquoi la vie des hommes qui est en jeu dans le temps de travail, c'est leur vie. Voilà pourquoi nous acceptons de travailler, c'est-à-dire de subir une petite mort lente. Plus nos sociétés deviennent complexes, et plus nous assistons donc à cette nécessité de cette pénibilité du travail. Là encore, et c'est sans doute donc l'effet de la rencontre avec la mort, qui nous pousse donc à faire une double rencontre. Et cette double rencontre, elle se fait et elle s'opère avec ce que Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, a théorisé, c'est ce qu'il appelle donc la dialectique du maître et de l'esclave. Et dans la dialectique donc du maître et de l'esclave, ce que nous dit Hegel, c'est que le maître a choisi de risquer sa vie jusqu'au bout. L'esclave, lui, a préféré demander la paix et l'armistice. L'esclave préfère donc encore travailler et rester vivant plutôt que de risquer sa vie pour demeurer encore libre. Le maître, donc, va se décharger, d'accord, de la nécessité du travail sur l'esclave. Mais qu'est-ce qui se passe, nous dit Hegel? Eh bien, le maître, donc, ne fait plus rien. Il ne travaille plus. L'esclave fait tout pour lui. L'esclave, lui, rencontre la nature, rencontre la résistance de la matière, rencontre la résistance de la nature, travaille la nature, façonne la nature, transforme la nature, pendant que le maître se laisse porter. Hegel, donc, nous dit que ce qu'il se produit peu à peu, c'est que le maître devient l'esclave de l'esclave. Il devient l'esclave de l'esclave. L'esclave devient le supérieur du maître. Il devient pour le maître
la condition de sa propre survie. Sans l'esclave, le maître ne survit plus. L'esclave, parce qu'il travaille, se rend maître de la nature et ainsi maître de son maître. L'histoire donc que nous raconte Hegel ici est une histoire dialectique, c'est-à-dire une histoire des contraires, qui se remplacent successivement. Nous voyons bien donc que le travail est un pouvoir. Le travail devient un pouvoir. L'avenir et l'histoire donc appartiennent non pas au maître, mais à l'esclave travailleur. Ce dernier transforme le monde par son travail et il transcende la nature et il se dépasse. Il se dépasse. Nous voyons bien donc qu'il y a une fécondité du travail. Et cette fécondité du travail qui dépasse de très loin la simple nécessité du travail que nous avons évoquée tout à l'heure. Ici, ce n'est donc plus, pardonnez-moi, une contrainte, c'est une richesse, le travail. Le travail devient une richesse. On ne le subit plus. Le travail, donc, est la condition même de la maîtrise, du contrôle que nous pouvons avoir du monde autour de nous, de la maîtrise que nous pouvons avoir également de nous-mêmes. Voilà pourquoi, donc, le travail est-il un obstacle à notre liberté ou bien, au contraire, le travail est-il, pour nous, notre liberté? Le travail, donc, est une médiation, un intermédiaire entre moi et le monde, entre moi et la nature qui me résiste. Car le propre de l'homme, c'est que le vivant singulier qu'est l'homme, le monde ne lui suffit pas. L'homme ne se satisfait pas du monde tel qu'il est, tel qu'il lui est donné, tel que le Créateur l'a donné. L'homme qui travaille, d'une certaine façon, transforme le monde pour faire un monde à sa main. Voilà pourquoi le travail va lui permettre d'ajuster le monde. Et le travail va lui permettre d'ajuster le monde grâce au travail de sa main. Ce monde qui est trop étroit pour nous, il nous faut donc le transformer pour pouvoir y habiter. S'il n'y avait pas eu le travail, si nous ne travaillions pas, nous ne pourrions pas habiter le monde. Heureusement que nous avons des maçons pour nous avoir construit des logements. Parce que sans logement, nous serions bien vulnérables face aux intempéries de la nature, face aux forces de la nature. Le travail, donc, nous a permis, précisément ici, d'habiter le monde. Le travail, donc, introduit dans le monde une forme de rupture avec l'ordre naturel. Voilà pourquoi le travail est artificiel et que l'artifice de l'homme, que la technique que va employer l'homme avec son travail, va aller donc contre l'ordre naturel. Le travail donc est donc bien une médiation. On introduit donc dans le monde une forme donc de rupture avec l'ordre naturel. Le travail donc vient rompre
avec le cours naturel du monde. Le travail donc introduit cette rupture avec la logique naturelle, la pure logique du besoin qui veut que nous consommions. La logique du travail, elle, veut suspendre le temps de la consommation. La logique du besoin, elle, veut la satisfaction du désir. La logique du travail accepte la suspension de la satisfaction. L'agriculteur, par exemple, met de côté une partie de sa production pour pouvoir la semer ultérieurement. Le travail, donc, est bien une médiation de l'homme entre le monde et l'homme. Une médiation en vue d'un monde plus humain. De ce point de vue, donc, nous pouvons dire que le travail a une nécessité plus grande encore que celle de la pure et simple nécessité conjoncturelle de notre besoin vital. Pour les hommes, donc, nous devons simplement survivre, mais si nous voulions survivre, alors nous devons travailler. Le travail a avec l'homme une relation, donc, nous pourrions le dire comme ceci, d'une nécessité ontologique. Ontologie, c'est véritablement la science de l'être. Au plus profond de notre être, l'homme a une relation privilégiée avec le travail. Le travail, donc, c'est la marque, c'est la trace de l'homme à l'intérieur de la terre. Mais le travail lui-même n'est pas la conséquence de la chute de l'homme, de la chute des hommes. C'est ce que nous dit Kant. Kant, lorsqu'il fait le commentaire de la Genèse, il affirme que Adam et Ève, au paradis, se seraient ennuyés terriblement s'ils n'avaient pas travaillé. Ce qui est d'ailleurs la conséquence de la chute d'Adam. C'est la fatigue qui cause le travail, c'est la résistance que le monde nous impose. Et là, il faut faire particulièrement une distinction, c'est ce que nous dit Kant. Dieu ne dit pas à l'homme, au moment où il a fauté, qu'il est maudit. Il ne dit pas ça. Mais qu'à cause de sa faute, le sol est maudit. Le sol est maudit. La malédiction de Dieu tombe sur le sol, pas sur l'homme. Le problème donc n'est pas de travailler, mais que le monde finisse par nous résister. C'est la raison pour laquelle tirer sa nourriture du sol va devenir pour Adam l'occasion d'une fatigue, l'occasion d'un travail, de travailler à la sueur de son front. De fait, le travail est toujours la cause, la source de la vie, et de la vie, et surtout d'une vie authentiquement humaine. Y compris donc du côté du travail de l'enfantement, qui sera douloureux, dit le texte de la Genèse. Notre vie humaine est toujours la conséquence d'un travail fondamental. Le travail, donc, est de toute éternité le propre de l'homme qui construit un monde humain, et seul l'homme se lance dans le projet du travail. Le travail, c'est également le propre de l'homme
parce que c'est aussi le propre de la liberté de l'homme, de la liberté humaine. Parce que le travail est aussi l'expression de cette capacité des hommes à se donner un projet, à se donner une indétermination, à se donner une liberté. Et également à être dans de la créativité. Le travail donc des hommes n'est pas déterminé par l'instinct de survie. Non. Lorsque l'homme travaille, il ne travaille pas que pour sa survie. Il travaille pour aller au-delà de son besoin. Il ne se contente pas de satisfaire son besoin primaire. Non, il veut aller toujours au-delà de son besoin, parce que c'est un être de culture, parce que c'est aussi un être de culture. Voilà pourquoi il y a une différence entre les animaux et les hommes. Les hommes, grâce à leur travail, s'élèvent au-dessus de leurs besoins. L'animal donc ne travaille pas au sens où chez lui, la rencontre avec le monde n'est pas le résultat d'un projet, n'est pas le résultat d'une création, n'est pas le résultat d'une représentation, n'est pas le résultat d'une décision. Les animaux sont incapables de donner des décisions, de faire des choix. Seul l'homme est capable de choisir, est capable de décider. La main est l'organe du travail. Et si la main est un organe singulièrement humain, c'est parce qu'elle est reliée à l'intelligence de l'homme, au logos. La main, contrairement à ces organes qui ont été donnés aux animaux, n'est pas déterminée en vue d'un usage spécifique. La main n'est pas une pince, une griffe, mais elle peut être tout à la fois. La main est ouverture, la main est indétermination, la main est liberté. Elle peut même produire l'outil qui va permettre donc à l'homme de compléter son corps. La main donc est donc le signe de cette indétermination de l'homme, cette capacité de l'homme d'inventer à chaque instant les conditions d'un monde plus humain. Les manières différentes de se protéger, de se défendre et de trouver dans ce monde l'occasion de survivre, de vivre, mais également de bien vivre. Le travail, comme la main, d'une certaine façon, c'est le propre de l'homme, c'est la nature même de l'homme, le propre de l'effort humain. C'est ce que nous dit Marx. Marx, notamment dans le Capital, nous dit que le travail est un phénomène proprement humain, singulièrement humain. Le travail donc est un phénomène qui unit l'homme à la nature. Il y a une union de la nature et de l'homme. Voilà ce que nous dit Marx. Les forces naturelles qui appartiennent au corps de l'homme, ses bras et ses jambes, sa tête et ses mains, il les met en mouvement pour s'approprier la matière naturelle sous une forme qui puisse servir à sa propre vie. Il développe
phrase particulièrement importante, il développe les puissances endormies en lui et il soumet le jeu de leur force à sa propre autorité. Il développe les puissances endormies. Ben oui, en travaillant, l'homme transforme le monde, mais il se transforme aussi. Il se transforme et il transforme sa propre nature. Dans le travail, donc, l'homme se transforme lui-même. Dans sa rencontre avec le monde, l'animal, lui, ne se rencontre pas. Il ne se rencontre pas lui-même. L'homme rencontre le monde par la main, mais il se fait également la main. Il ne se fait pas seulement le monde à sa main, il se fait le monde et il se fait la main au monde. Il s'ajuste lui-même et il s'ajuste au monde. Il développe ses capacités, ses potentialités qui étaient endormies, qui étaient en sommeil, et grâce au travail, il va pouvoir les réveiller, il va pouvoir les développer, il va pouvoir les épanouir. Il se transforme bien lui-même. C'est en travaillant que nous devenons capables d'accomplir une œuvre, d'accomplir la réussite même du procédé du travail. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut travailler sans cesse pour accomplir les puissances qui sont endormies en nous. Il faut travailler pour développer sa personnalité. Pour se connaître soi-même, il faut travailler. Nous ne sommes pas capables, comme l'animal, de cette immédiateté extraordinaire qu'il a, de cet instinct naturel qu'il a, et qui fait donc que l'animal est un être immédiatement ajusté au monde, lui. Nous n'avons pas cet instinct, justement, qui nous ajuste directement au monde. Nous avons besoin de passer par l'intermédiaire du travail pour ajuster le monde et pour nous ajuster au monde. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous sommes devenus, nous le devons au travail. C'est le résultat d'un travail. Si nous sommes capables de parler, si nous sommes capables de penser, si nous sommes capables de marcher, si nous sommes capables de nous orienter, si nous sommes capables justement de construire, c'est parce que nous avons déjà travaillé. C'est parce que nous avons travaillé pour acquérir justement la marche, pour acquérir l'intelligence, pour acquérir l'orientation, pour acquérir la construction. Nous avons travaillé pour acquérir des facultés qui étaient endormies en nous. Le travail est donc non pas seulement un intermédiaire entre l'homme et la nature, mais bel et bien une médiation entre l'homme et lui-même. Le travail est ce par quoi l'homme rend le monde plus humain et ce par quoi aussi l'homme devient lui-même humain. Dans chacune donc de nos existences, nous avons été des enfants et nous avons été préservés en quelque sorte par la société, par nos parents,
de la nécessité du travail, d'un travail directement utile, qui soit davantage d'ailleurs et souvent plus orienté vers la satisfaction donc d'un besoin. Mais nous avons aussi pourtant travaillé, et nous continuons à travailler pour créer une œuvre singulière, une œuvre unique, qui consiste à devenir soi-même, qui consiste à devenir humain, qui consiste à devenir libre. Nous avons donc travaillé en vue de devenir nous-mêmes, et surtout, tout cela, ça s'appelle l'éducation. Le travail, donc, est beaucoup plus nécessaire dans nos vies que le simple fait d'une nécessité vitale que nous pourrions d'ailleurs nous passer. Le travail, donc, n'est pas simplement un phénomène qui unit l'homme à la nature, mais un phénomène, donc, qui unit l'homme à lui-même. Le travail, donc, est important indépendamment même de son produit, de la réalisation que l'on réalise. Ce qui est le produit du travail n'est donc pas simplement l'œuvre que nous laissons derrière, et que le travailleur, donc, lui-même, est le propre travailleur, le propre produit de son travail. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait. Voilà pourquoi être privé de travail est une privation fondamentale et c'est une privation ontologique. Il faut redécouvrir la nécessité profonde du travail indépendamment de son produit. Indépendamment de son produit. Il faut peut-être réapprendre à reconnaître la fécondité du travail indépendamment du caractère qui valorise le produit et qui le valorise dans le champ de l'économie. Nous souffrons peut-être aujourd'hui, et c'est peut-être là le mal-être au travail, d'un regard porté sur le travail qui ne s'attache à lui que lorsqu'il laisse derrière lui un produit susceptible d'être commercialisé, un produit marchand. Le travail ne laisse pas toujours derrière lui un produit capable de se commercialiser, capable de se dénombrer. Il n'en reste pas moins que ce travail est tout aussi décisif et nécessaire. Il est toujours source d'ailleurs, ce travail de vie, et derrière le travail se joue toujours, et il ne faut jamais l'oublier, une vie humaine. Il faudra sans doute respecter toutes les formes du travail, y compris celles qui ne laissent pas derrière elles un produit susceptible d'être vendu ou acheté. Le travail donc peut retrouver son sens si nous le voyons à nouveau, non pas simplement à travers son produit, mais comme une médiation en vue de notre propre humanité. Le travail, donc, peut aussi retrouver son sens s'il retrouve donc ce caractère de médiation. Toutes les pathologies du travail viennent précisément du travail. Le travail n'est pas en soi une fin, mais un intermédiaire en vue de cette fin. Si le travail est un trésor,
c'est parce que dans le temps, même du travail, nous devenons ce que nous sommes. Nous vivons peut-être dans une société du divertissement. Comme disait Guy Debord, dans une société de spectacle. De fait, nous regardons le travail uniquement comme une malédiction. Mais dans le travail se joue quelque chose de notre propre humanité. La société contemporaine méprise le travail. Le fait d'ailleurs bien souvent apparaître dans ces pathologies. Nous ne pouvons retrouver un sens du travail que si nous retrouvons le sens du repos. Il y a un temps pour le repos, et c'est à partir de cette sagesse du repos que nous retrouverons le sens et la fécondité profonde dans tout travail, la vie des hommes qui se joue. Voilà pourquoi le repos du dimanche est nécessaire et qu'il faut absolument sanctuariser le dimanche comme jour de non-travail. Parce que précisément, l'homme n'a pas besoin de travailler un jour parce que, en effet, il a besoin de se retrouver dans son humanité, avec ses amis, avec sa famille, parce que le dimanche, il va au-delà de son besoin économique. Dans tout travail se joue pour les hommes l'aventure qui consiste non pas simplement à survivre, mais à vivre bien et à habiter le monde que la nature nous a donné pour en faire un monde humain. Finalement, si nous souhaitons réhabiliter le travail et le sens que nous donnons au travail, alors nous devons défendre ce que nous sommes, nous devons défendre notre héritage, assumer notre héritage, et nous devons surtout transmettre notre héritage et cette vision de la personne humaine et sa capacité à transformer le monde grâce à son travail. Je terminerai par une citation d'Aristote. « Le plaisir dans le métier, mais la perfection dans le travail. » Je vous remercie de votre attention.